Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de nos webinaires SOGEDEV. Donc aujourd'hui, on va traiter le sujet de la valorisation de votre propriété industrielle avec la réforme de l'IP Box. Et donc je suis Pauline Fabre, je suis consultante technique senior chez SOGEDEV. Je travaille dans ce cabinet de conseil depuis 2017. Alors, SOGEDEV en détail, donc c'est un cabinet de conseil qui, comme vous le savez peut-être, a été créé en 2002. Nous comptons 90 experts pluridisciplinaires, 800 clients répartis sur toute la France et nous comptons désormais à notre actif plus de 4000 missions de conseil. Notre siège est situé à Issy-les-Moulineaux, mais nous avons aussi des agences en région à Lyon, Aix-en-Provence, Nantes, Toulouse et Strasbourg. Nous sommes référencés conseil en CIR C2I et nous sommes bien implantés dans l'écosystème de l'innovation en France. Nous avons quelques partenaires avec lesquels nous organisons régulièrement des événements comme Croissance Plus, France Digital ou encore Tech in France. Donc on va passer maintenant au détail du programme. Donc on va commencer par présenter le dispositif et les critères d'éligibilité. Vous verrez, il y en a au niveau de la structure et aussi au niveau de la technique. Ensuite, on va passer au mode de calcul qu'on détaillera et les modalités de déclaration de l'IP Box. Et enfin, les points de vigilance qu'on a pu repérer lors de nos premières missions. Et enfin, en dernier lieu, on passera à la partie questions et réponses. Donc, le dispositif IP Box. Donc, qu'est-ce que le dispositif IP Box? C'est l'extension de ce qui existait déjà, qui était une imposition réduite sur les revenus issus de la cession, concession ou sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés, et donc qui a été à la fois diminué, on le verra par la suite, et étendu aux logiciels originaux. Donc par original, qu'est-ce qu'on entend? On entend des notions de travaux de R&D sous-jacents, et par notion de travaux de R&D sous-jacents, si on se réfère au texte officiel, ça signifie les critères du crédit impôt recherche. Ces logiciels doivent être protégés également par un droit d'auteur. Je vais revenir sur ce qu'est la cession, concession, sous-concession. La cession, c'est par exemple si on prend un brevet qui appartient à une petite PME, par exemple sur une molécule, elle va potentiellement, si cette molécule est prometteuse, céder tout le brevet et le droit d'exploitation à une Big Pharma qui, elle, aura plus de moyens pour réaliser des travaux de R&D et par exemple développer des médicaments par la suite. Une concession, par contre, c'est quand le titulaire de l'actif va concéder tout ou partie de la jouissance du droit d'exploitation, moyennant une redevance, et par exemple, ça va être le cas des licences d'exploitation des logiciels. La sous-concession, là, c'est quand ce concessionnaire va à son tour céder, moyennement la perception d'une redevance, à une autre société. Ça arrive régulièrement, par exemple, dans les grands groupes où les sociétés sœurs ou mères-filles se cèdent tout ou partie de ces droits de jouissance. Donc l'IP Box, c'est un dispositif à prise d'option comme l'était le crédit impôt recherche à ses débuts. C'est-à-dire que pour bénéficier de l'IP Box, il faut simplement le déclarer. Quand vous déclarez l'IP Box, vous posez l'option. Attention, ce n'est pas global à la société, ça doit être posé par actif, donc par exemple pour un logiciel isolé, ou si jamais c'est trop compliqué, par exemple dans le cas d'une suite logicielle qui va être enrichie chaque année avec des travaux de R&D par des nouveaux modules, dans ce cas-là, ça va être compliqué de scinder par module, donc on va parler de famille d'actifs. La règle, c'est l'actif. Donc, dans ce cas-là, si vous déclarez une famille d'actifs, il faudra justifier de l'impossibilité de déclarer actif par actif. Il faut savoir que cette option présente une déchéance, c'est-à-dire qu'il faut déclarer d'exercice en exercice. Sinon, si vous cessez, même sur un seul exercice, de le déclarer, vous allez perdre le bénéfice définitivement pour l'ensemble des actifs concernés. Donc, c'est un dispositif nouveau qui a été établi via la loi de finances 2019 et qui concerne tous les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019. Hop, alors donc on va résumer ce qu'on a dit précédemment. Donc je vous l'ai dit, il y avait déjà avant 2019 quelque chose qui existait pour les brevets et actifs incorporels assimilés, c'est-à-dire que tous les revenus issus de la vente de licences de ces brevets étaient taxés à 15%, et à partir du 1er janvier 2019, c'est taxé à 10%. Pour ce qui est des logiciels originaux protégés par un droit d'auteur, la taxation jusqu'ici était classique, donc pour 2020, disons 28% sans compter toutes les tranches. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va passer à 10% à partir de 2019 si on pose l'option. Ça concerne qui? Donc, je vous l'ai dit, il y a des critères d'éligibilité au niveau de la structure et au niveau des actifs. Donc, ça va concerner les entreprises qui sont soumises à l'IS, puisque ce n'est pas un crédit d'impôt, donc c'est une réduction d'impôt. Donc, forcément, il faut payer l'impôt.
Et il faut que les entreprises détiennent la propriété intellectuelle ou les droits d'auteur pour les logiciels. Évidemment, comme ce n'est pas un crédit d'impôt, il vaut mieux que l'entreprise soit bénéficiaire, mais sachez que ce n'est pas absolument obligatoire. Un résultat déficitaire peut être déclaré et reporté d'exercice en exercice sans limitation de durée. Ça peut être particulièrement intéressant dans le cas où vous faites une mauvaise année, par exemple, mais que vous ne voulez pas perdre l'option. Donc, vous déclarez l'option et puis, mettons, en 2025, vous faites une mauvaise année, eh bien, le résultat déficitaire sera reporté. Ça concerne quoi? Donc, on l'a vu, les brevets. Par actif incorporel assimilé, on entend les procédés de fabrication industrielle liés, les COV, les inventions non protégées dont la brevetabilité est certifiée. Donc, ça concerne les PME uniquement. Et enfin, on l'a vu, les logiciels originaux protégés par le droit d'auteur. Pour ce qui est de la partie calcul, donc on va le détailler parce que vous allez voir, ça a des impacts sur pas mal de choses. Donc ça va se faire en 3 temps. Déjà, on va calculer le résultat net éligible, donc ça se calcule par exercice, attention. Le crédit impôt recherche, lui, par exemple, va se calculer sur l'année civile. Là, on va vraiment considérer l'exercice, donc ça c'est quelque chose à savoir pour les sociétés qui ne clôturent pas sur l'année civile, qui ont un exercice décalé. Donc pour ça, on va prendre le chiffre d'affaires qui va être issu de la vente de licence, de l'actif éligible, et on va déduire les dépenses de R&D qui sont directement associées à ce produit. Depuis la prise d'option, pour le premier exercice de déduction, donc c'est-à-dire vous posez l'option, vous allez déduire les dépenses de R&D directement associées depuis cette prise d'option. Et ensuite, les années suivantes, on ne va pas reprendre ces dépenses de R&D, on va prendre exercice par exercice parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de dépenses de R&D et votre résultat net serait réduit petit à petit à néant. Ensuite, on va calculer un ratio de Nexus. Donc ce ratio de Nexus, pour le coup, le dispositif d'IPbox, en fait, il a été calé sur on s'est calé sur l'OCDE en fait, et l'objectif c'était d'éviter que les sociétés qui ont des montages financiers, c'est-à-dire qu'une société par exemple fait de la R&D d'une part et une autre société sœur va déclarer le chiffre d'affaires et détiendra la propriété intellectuelle. Pour le coup, il fallait éviter ce genre de montage et inciter les entreprises, par exemple, si c'est en France, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, à rapatrier par exemple la R&D. Parce que du coup, on va prendre les dépenses de R&D totales associées donc à l'actif depuis l'origine, donc c'est-à-dire que si vous avez commencé vos travaux en 2002, il faudra remonter jusqu'à 2002. Moins les dépenses de R&D réalisées par des sociétés liées. Donc là, vraiment, on va parler de pourcentage de détention capitalistique. On va regarder vraiment voilà, si les sociétés sont détenues à plus de 50% par la société sœur. Donc, dans le cadre du montage dont je vous parlais, eh bien, votre ratio de Nexus, si vous faites l'un moins l'autre, si la totalité des dépenses de R&D sont réalisées par la société sœur qui est liée, eh bien, votre ratio de Nexus, du coup, ça fera 0. Et du coup, peu importe le montant des dépenses de R&D totales. Si jamais vous avez acquis des actifs, donc par exemple un brevet pour réaliser des dépenses de R&D pour pouvoir faire votre recherche par ailleurs, il faudra également les déduire. Et pour obtenir votre résultat net qui va être imposé à 10%, vous allez prendre l'un fois l'autre. Donc, comme je vous le disais, si jamais vous êtes dans ce cas où votre société sœur réalise toute la R&D et que vous voulez déclarer de l'IPbox, eh bien, l'un fois l'autre, si ça c'est égal à 0, eh bien, vous ne pourrez pas déclarer d'IPbox. Donc là, pour le coup, ça peut valoir le coup de regarder si c'est pas intéressant financièrement pour vous de revoir la structuration de votre groupe pour pouvoir éventuellement bénéficier de l'IPbox. Si jamais vous êtes dans le cas où votre société qui déclare l'IPbox, c'est-à-dire qui détient la propriété intellectuelle et qui déclare le chiffre d'affaires issu de la vente des actifs, pour le coup, si vous faites également la R&D, eh bien, votre ratio de Nexus, il sera égal, donc ce numérateur, je ne l'ai pas précisé, sera pondéré d'un facteur 1,3. Donc, votre ratio de Nexus, finalement, sera égal à 1,3. Mais le ratio de Nexus est capé à 1. Donc, du coup, dans ce cas-là, votre résultat net éligible sera le même que le résultat net imposé à 10%. Je vous rassure, si jamais votre R&D date de 2002, il est possible de ne pas remonter jusqu'à 2002. Ça peut être un peu compliqué. Et donc, il y a une mesure de tolérance transitoire qui a été mise en place pour les exercices ouverts en 2019 et 2020. Vous avez la possibilité de vous arrêter pour le ratio de Nexus aux dépenses de l'exercice et des 2 exercices antérieurs.
À partir de 2021, vous pourrez vous arrêter à 2019, mais attention, c'est la dernière mesure de tolérance. C'est-à-dire qu'en 2035, il faudra être capable de revenir jusqu'à 2019 si votre R&D se poursuit depuis toutes ces années. Donc, il est vraiment important dès maintenant de bien tracer les dépenses de R&D pour être en mesure, dans des dizaines d'années, de pouvoir revenir jusque-là. Donc pour illustrer ce calcul, on va prendre un exemple chiffré. Donc là, pour le coup, on s'est inspiré d'un cas d'un de nos clients avec lequel on a déclaré l'IP Box. Donc c'est une société qui a une activité de développement logiciel. Son exercice fiscal est calé sur l'année civile et elle déclare de l'IP Box pour la première fois en 2020 sur une famille de logiciels, puisque chaque année, c'est de la R&D qui mène des modules innovants qui viennent enrichir la base du logiciel. La R&D réalisée chaque année, attention, ne donnera un produit commercialisable que l'année suivante. On le sait, souvent la R&D, ça prend du temps, c'est compliqué d'avoir sur un même exercice de la R&D qui aboutit à un produit commercialisé tout de suite. C'est-à-dire que la R&D déclarée au CIR en 2020 ne fera finalement l'objet d'une nouvelle version commercialisable et d'une IP Box qu'en 2021 pour le même actif. Les produits commercialisés en 2020, pour le coup, ont fait l'objet de R&D les 2 années précédentes. Donc voici les chiffres en détail. Donc la première ligne, donc on remonte de 2018, 2019 jusqu'à 2021. D'abord, on va voir le chiffre d'affaires généré par la vente de licences de cet actif éligible, donc cette famille de logiciels. Ensuite, le détail des dépenses de R&D totales engagées par la société, qui va se distinguer en 2 lignes, les dépenses de R&D réalisées en interne, mais également des dépenses de R&D réalisées par des sociétés liées. Donc pour le coup, ce n'est pas une société agréée, mais dans le cadre de l'IP Box, peu importe. Et les 2 sociétés, on a été vérifier le pourcentage de détention capitalistique, les 2 sociétés sœurs sont bel et bien liées. Donc, on l'a dit, la société pose l'option pour la première fois en 2020 et elle souhaite bénéficier de la mesure de tolérance transitoire, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter aux dépenses de R&D de 2018. Donc, on va d'abord calculer le résultat net éligible. Donc, on va prendre le chiffre d'affaires de l'exercice, qui finalement se rapporte à de la R&D qui a été réalisée en 2018 et 2019. Mais comme on doit déduire les dépenses de R&D directement associées à l'actif depuis la première prise d'option, finalement, on va déduire 0, puisqu'il n'y a pas de dépenses de R&D directement liées depuis la première prise d'option à ce chiffre d'affaires. Donc, le résultat net éligible sera égal au chiffre d'affaires dans ce cas-là. On va ensuite passer au calcul du ratio de Nexus. Donc, on va prendre les dépenses de R&D. Là, il n'y a pas de... On remonte depuis 2018. On va prendre les dépenses de R&D totales et on va déduire les dépenses de R&D réalisées par des sociétés liées. On va multiplier ce numérateur par 1,3 et on va diviser par les dépenses de R&D totales de 2018 et 2019. On obtient un ratio de Nexus de 0,89. Et enfin, hop, pour le résultat net imposé à 10%, on va faire l'un fois l'autre, le résultat net éligible fois le ratio de Nexus. Donc là, vous voyez que le ratio de Nexus est inférieur à 1, puisqu'il y a quand même une partie importante des dépenses de R&D qui sont réalisées par une société sœur liée, ce qui va forcément un peu impacter le résultat net imposé à 10%. On passe à 2021. Donc là, on va prendre le chiffre d'affaires de l'exercice. On va déduire les dépenses de R&D directement liées depuis la prise d'option. Donc ce qu'on n'avait pas déduit en 2020, on va le déduire maintenant. Ensuite, pour le ratio de Nexus, cette fois-ci, on cumule les dépenses de R&D, c'est-à-dire qu'on va ajouter 2020 à ce qu'on avait déjà calculé en 2018 et 2019, puisque c'est toujours la même famille d'actifs. Donc, on additionne le tout. On va déduire les dépenses de R&D réalisées par des sociétés liées, fois 1,3, et on divise par les dépenses de R&D totales. On obtient un ratio de Nexus de 0,90. Et pour obtenir le résultat net imposé à 10%, même exercice, on fait le résultat net éligible fois le ratio Nexus et on obtient un résultat net imposé à 10% de 518 KE pour un chiffre d'affaires de 850 KE. Donc voilà pour la partie calcul, on en a terminé. On va passer maintenant à la partie déclarative. Alors pour le coup, à l'instar des crédits impôt recherche, crédits impôt innovation, la déclaration s'effectue en annexe à la déclaration de résultats de l'entreprise, à l'aide toujours d'un formulaire. Cette fois-ci, ça va être le CERFA numéro 2468, qui va détailler finalement tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire la liste des actifs valorisés, actif par actif si vous en avez plusieurs. Si vous avez plusieurs logiciels, par exemple, vous allez déclarer une IP box par logiciel, ou une famille d'actifs. S'il y a plusieurs familles d'actifs, vous les listez également. Quels sont les calculs réalisés? Donc pour le coup, ça va reprendre ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire
le résultat net éligible, le ratio de Nexus, et à la fin, quel est le résultat net imposé à 10%. Et il va falloir les sommer s'il y en a plusieurs pour avoir, la somme des bénéfices nets imposés au taux préférentiel. Donc sur cette diapo, je vais vous présenter comment se déroule une mission IPbox avec nos experts chez Sogedev. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on fait pour les crédits d'impôt. C'est-à-dire qu'aux alentours de la date de clôture des comptes de la société, on va réaliser un audit d'éligibilité de la structure et des actifs, et donc du coup des travaux sous-jacents. On va ensuite vous rédiger et vous envoyer un retour d'audit qui va préciser notre avis sur les risques potentiels. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est tout bon pour valoriser la structure et les projets audités? Donc pour chaque actif, on va vous donner notre avis. Et si jamais il y a des points de vigilance éventuels, qu'on peut par exemple diminuer le risque, on va vous indiquer comment. À la suite de ça, s'il y a des choses éligibles, on va calculer le résultat net imposé à 10%, c'est-à-dire tout ce que je vous ai présenté, on a des outils pour calculer quel va être le résultat net imposé à 10%. Et on vous fait valider tous ces calculs. Ensuite, s'il n'y a pas de modification ou qu'on a terminé pour les modifications, on va valider ça. On va vous pré-remplir le CERFA que je vous ai présenté 2468. On vous le précomplète, on vous l'envoie et évidemment, nous, on n'est pas habilité à déclarer comme pour les crédits d'impôt, donc ce sera votre comptable ou un représentant légal de la société qui va pouvoir déclarer la IPbox en annexe des comptes de l'entreprise. Et enfin, dans un troisième temps, on va pouvoir rédiger le dossier justificatif. Il y a une obligation documentaire pour l'IPbox, donc c'est important de passer par cette étape. Voilà pour cette partie. On va passer à la dernière avant les questions, qui vont être les points de vigilance. Donc pour le coup, le premier point de vigilance va concerner les sociétés du domaine de l'informatique. Où pour le coup, on va regarder le chiffre d'affaires dans la première partie du calcul. Attention, le chiffre d'affaires issu de la vente de licence, c'est bien la vente de licence et il ne faut pas prendre en compte dans vos factures la partie maintenance. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, l'administration fiscale va se baser sur les contrats et factures. Donc, il va falloir vraiment veiller à ce que ce soit clair dans les intitulés, c'est-à-dire bien détailler la facturation de la licence versus la maintenance. Attention, par exemple, à la maintenance évolutive qui peut porter à confusion. Ce qui n'est pas éligible, c'est la maintenance corrective. Si vous avez de la facturation, par exemple, sur un même logiciel, des modules qui vont être éligibles, d'autres non, il faudra bien détailler chaque ligne, quelle est la facturation, histoire qu'on puisse vraiment facilement relier le chiffre d'affaires éligible pour calculer l'IPbox. Et s'il y a une partie version de licence, il faut les faire apparaître clairement. Quelle version vous facturez à vos clients? Parce que l'objectif, c'est vraiment de lier chiffre d'affaires à une version éligible et du coup à des travaux de R&D pour ensuite pouvoir justifier correctement de ce qu'on a calculé sur l'IPbox. Et dernier point de vigilance, ça va concerner tout ce qui est vérification de la détention de la propriété intellectuelle. On va regarder pour la partie sous-traitance s'il y en a les contrats, avec les années couvertes par ce contrat, et si jamais, dans le cadre d'une sous-traitance, la propriété intellectuelle est détenue au prorata des travaux, je ne sais pas, enfin tel sous-traitant détient tel pourcentage de la propriété intellectuelle et vous en détenez une autre partie, eh bien on va proratiser l'IPbox de la même manière. Pour ce qui est du personnel, alors en France on est assez protégé, les sociétés sont assez protégées, donc je parle notamment des droits d'auteur. L'article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle français stipule bien que peu importe par exemple que l'employé réalise l'invention en dehors de ses heures de travail, à partir du moment où c'est bien dans le domaine des activités de l'entreprise ou par la connaissance, l'utilisation de techniques ou moyens spécifiques à l'entreprise, de facto, la propriété intellectuelle est détenue par l'entreprise. Donc si les contrats de travail le stipulent, là pour le coup c'est encore plus sécuritaire, mais sachez que déjà le droit du travail, le droit français est déjà assez complet sur ce point. Voilà, on en a fini pour cette présentation. Donc je vous invite dès à présent à vous rendre sur notre blog pour vous inscrire à l'épisode 2 qui aura lieu le 23 février et qui concernera le CIR C2I et statut JEI. Quelles sont les différences entre ces trois dispositifs et comment les cumuler éventuellement. Sachez que la synthèse de tous mes webinaires vous sera envoyée par email. Vous pouvez dès à présent poser vos questions sur l'outil questions de la plateforme.
Si jamais des questions vous reviennent par la suite, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. On reprendra contact avec vous pour vous répondre. Alors, il y a déjà une première question. Puis-je bénéficier de l'IP Box sur la vente de produits protégés par des brevets et qui ne sont pas des logiciels? Alors ça, c'est une bonne question. Pour le coup, vraiment, ce qui est éligible, c'est le chiffre d'affaires tiré de la vente de licences. Donc, soit de brevets, soit dans le cas du logiciel, effectivement, c'est un peu plus avantageux puisque le logiciel est à la fois le produit et le brevet, finalement, entre guillemets. Donc du coup, si vous êtes par exemple, vous vendez des pommes qui sont protégées par des COV, la vente de pommes ne pourra pas vous faire bénéficier de l'IP Box. En revanche, si on est dans le cadre par exemple d'un iPhone qui dans son chiffre d'affaires, il y a une partie liée à la licence, ce qui pourrait être éligible, ce sera cette sous-partie du chiffre d'affaires qui est liée à finalement la partie de licence. Alors, il y a une seconde question. Je fais partie d'un groupe où la R&D est réalisée par une entité, mais les revenus sont déclarés par une autre société sœur. Puis-je bénéficier de l'IP Box? Alors, pour le coup, là, on revient à tout ce qui est ratio de Nexus. Donc, vous l'avez vu, le ratio de Nexus, on va vraiment prendre les dépenses de R&D qui sont réalisées en totalité, qui sont engagées du coup par la société qui déclare de l'IP Box, et on va déduire les dépenses de R&D qui sont réalisées par des sociétés sœurs. Donc, si vous, en interne, vous ne faites absolument aucune dépense de R&D, eh bien, ce ratio de Nexus, du coup, sera égal à 0, puisque l'un fois l'autre, ce sera la même chose, et peu importe ce qu'il y a au dénominateur. Et à la fin, vous faites votre résultat net éligible fois ce ratio de Nexus, peu importe votre chiffre d'affaires, si vous multipliez vers 0, ce sera nul. Question suivante. Je déclare chaque année du C2I. Puis-je bénéficier de l'IP Box sur la vente de mes nouvelles versions de logiciels? Alors, pour le coup, notre position chez Sogedev, c'est vraiment de nous en tenir au texte officiel. Le BOFIP de l'IP Box fait un lien direct avec le BOFIP du crédit impôt recherche quand il détaille ce qu'est une dépense de R&D. Donc, nous, notre position, c'est vraiment de dire que les sociétés qui ne font que du crédit impôt innovation, c'est extrêmement risqué de déclarer de l'IP Box sur ces logiciels. Question suivante. Dans le cas d'une société de type start-up qui n'a qu'un projet de R&D, le ratio de Nexus est 1, c'est bien ça? Eh bien, non, ça ne dépendra pas du nombre de projets. Pour le coup, ça va dépendre de si vous engagez toutes les dépenses de R&D en interne. Mais si c'est bien le cas, effectivement, le ratio de Nexus sera égal à 1. Alors, question suivante. J'ai réalisé de la R&D en 2015 et 2016. Puis-je bénéficier de l'IP Box sur la vente de logiciels de mes COV en 2020? Oui, tout à fait. Alors pour le coup, ces dépenses de R&D, donc il n'y aura rien au niveau du résultat net éligible, donc c'est-à-dire la première partie du calcul. Et sur le ratio de Nexus, pour le coup, vous allez pouvoir prendre en compte ces dépenses de R&D de 2015 et 2016. Donc tout à fait, vous pouvez bénéficier d'IP Box là-dessus. Alors, y a-t-il une notion de territorialité sur la R&D pour la IP Box? Quid de la R&D réalisée ailleurs qu'en France? Alors, c'est une bonne question. J'ai commencé à l'aborder dans ma présentation très rapidement. Pour le coup, il n'y a pas de notion d'agrément pour l'IP Box, contrairement au crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. C'est-à-dire que, donc effectivement, les dépenses ne sont pas tout à fait similaires du coup de R&D entre l'IP Box et le CIR. Donc, vu qu'il n'y a pas de notion d'agrément, les agréments crédit impôt recherche, par exemple, ne peuvent être obtenus que sur des sociétés sous-traitantes qui se situent dans l'espace économique européen. Donc, c'est-à-dire que vos sous-traitants, par exemple, qui se situent, je ne sais pas, en Russie ou en Suisse, pour le crédit impôt recherche, vous ne pourrez pas les prendre en compte. Pour l'IP Box, vous pourrez les prendre en compte à partir du moment où c'est bien vous, l'entreprise, qui engagez ces dépenses, c'est-à-dire que vous réglez ces factures et que ces factures sont bien soumises à l'IS en France, c'est bon. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de notion de territorialité. Pour ce qui est des dépenses de personnel, là encore, tant que c'est soumis à l'impôt, vous pouvez le déclarer. Donc, je ne sais pas, peut-être un VIE, s'il est bien taxé en France, mais qu'il travaille dans un autre pays du monde, éventuellement, vous pourriez le prendre en compte. Il faut bien noter que dans la première partie du calcul, vous allez prendre le chiffre d'affaires moins les dépenses de R&D et que c'est votre résultat net donc éligible qui va être taxé à 10%. Donc plus vous déduisez de dépenses de R&D, finalement, moins c'est un manque à gagner pour l'administration. Donc elle a tout intérêt à ce que vous déduisez un maximum de dépenses de R&D.
Alors ensuite, question suivante, comment on justifie l'innovation avec une demande de brevet? Alors là, pour le coup, la seule demande de brevet, on peut déposer par exemple des brevets sur un produit qui ne relève que du crédit impôt innovation. Donc là, je dirais que pour justifier l'innovation, il faut regarder le détail du projet, c'est-à-dire réaliser un audit comme on le ferait dans le cadre du CIR, pour regarder si les travaux sous-jacents sont bien éligibles. Donc je vous rappelle rapidement quels sont les critères du CIR, puisqu'ils sont évidemment très liés à l'IP Box. Vraiment, on va regarder si vos travaux, pour atteindre vos objectifs, est-ce que vos travaux étaient compliqués à mettre en œuvre parce que l'état de l'art était trop limitant. Donc du coup, est-ce que vous avez finalement peiné à réaliser vos travaux, vous avez rencontré des difficultés techniques particulières, vous avez dû du coup résoudre certains verrous technologiques et in fine faire avancer l'état de l'art, l'état des connaissances de votre domaine. Donc c'est ça qu'on va regarder et pas uniquement la demande de brevet, même si ça peut être un très bon indicateur de recherche. Question suivante. Quelle est la documentation attendue en support de l'IT Box? Alors, la documentation attendue, pour le coup, nous, les dossiers justificatifs qu'on rédige, ça va ressembler pour la partie technique à un dossier de crédit d'impôt recherche. Vous allez retrouver les mêmes sous-parties avec le contexte de la R&D, quel est l'état de l'art et ses limites, quels sont les travaux que vous avez réalisés et in fine, comment vous avez fait avancer les connaissances, en tout cas pour l'exercice. Ensuite, on va rajouter d'autres parties qui vont être importantes pour l'IP Box, notamment au niveau de la structure, pour bien prouver, décrire déjà les actifs et les familles d'actifs éventuels, voilà. Et ensuite, bien montrer que la société détient bien la propriété intellectuelle. Voilà, c'est des petites choses qu'on va rajouter. Donc, ça va être un dossier crédit impôt recherche plus, sachant qu'on va décrire des fois l'IP Box, la partie technique, la R&D sur plusieurs années. Donc, ça va vraiment être un dossier de crédit impôt recherche plus sur plusieurs années combinées. Autre question, pour la commercialisation de logiciels en SaaS, abonnement mensuel, il n'y a pas vraiment de notion de version et la R&D est continue, amélioration en permanence. Comment aborder l'IP Box dans ce cas? Alors effectivement, le SaaS, c'est une question qui revient souvent. C'est un gros travail, je pense, à faire dès maintenant sur la partie facturation, contrat, où il faut qu'il y ait vraiment la partie vente de licences qui apparaissent clairement dans vos factures et ou dans vos contrats pour qu'on sache, voilà, finalement, quand votre client paye, quelle est la partie liée à la licence du reste. Il n'y a pas vraiment de notion de version. Alors pour le coup, attendez, je remonte parce qu'il y a d'autres questions et je ne vois plus la question qui est assez complète. La R&D continue, amélioration en permanence. Attention, la R&D quand même, c'est quelque chose qui prend un minimum de temps. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas révolutionner la recherche et faire avancer les connaissances tous les mois. Donc, il faut quand même qu'on ait une notion, au moins, je dirais, de module de choses où il y a un minimum de recherche derrière. Donc, il y aura un travail à faire là-dessus. C'est un gros travail de nos consultants aussi pour l'émission IP Box, c'est de regarder ça dès le début et de s'améliorer avec vous, de faire en sorte que, par exemple, les trames de contrat soient plus claires, les trames de facture soient plus claires et que la R&D soit un peu plus isolée. Voilà, je ne sais pas si ça répond pleinement à cette question, à votre question, mais c'est la réponse que je peux vous apporter pour le moment. Alors, question d'après, est-ce que les dépenses de R&D à déclarer sont strictement égales à ce qui est éligible au CIR? Alors non, c'est vrai, je n'ai pas détaillé cet aspect-là. Ce n'est pas strictement égal, donc j'ai parlé de l'aspect sous-traitance, donc pour le coup, il n'y a pas de notion de territorialité, donc prenez en compte absolument tout ce qui est sous-traitance à partir du moment où ça a permis d'aboutir à votre produit. Là encore, l'administration a tout intérêt à faire en sorte que vous déclariez un maximum de dépenses. Pour ce qui est du personnel, en fait, toutes les subtilités liées au crédit d'impôt recherche ne sont pas à prendre en compte. Donc, il n'y a pas de frais de fonctionnement pour le personnel ni pour le matériel. Pour les frais de personnel, vous n'avez pas à déduire non plus certaines charges qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre les salaires bruts chargés du personnel pondérés au taux d'affectation à la recherche. Pour le matériel, vous allez prendre en compte toutes les dépenses de matériel. Donc, si le matériel est amorti, vous prenez l'amortissement de l'exercice. Si le matériel n'est pas amorti, mais qu'il a vraiment servi aux travaux de R&D, vous allez prendre la facture d'achat. Et si jamais vous avez, par exemple, dans le domaine informatique, dans ce qui est crédit impôt recherche, on ne peut pas prendre en compte tout ce qui est location, par exemple. Je sais qu'il y a des dépenses souvent liées à l'espace de stockage dans le cloud. Ça, pour le coup, vous pourrez le prendre en compte. Donc, prenez toutes ces factures.
Voilà, donc ça c'est les différences par rapport au CIR. Les dépenses de veille technologique ne sont pas éligibles par contre, et les dépenses de normalisation, bon ça c'est plus rare, ne sont pas éligibles également. Voilà, a priori on a fait le tour de vos questions. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous reviennent, envoyez-les nous par email, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous dis à bientôt et une bonne fin de journée. Merci à tous, au revoir.